monde a les yeux rivés sur l'évolution de la situation en Afrique. Après le Burkina Faso et le Mali, un gouvernement est arrivé au pouvoir au Niger contre les pays impérialistes, en particulier la France. La population soutient pleinement ce gouvernement. La France et les États-Unis sont chassés de la région dans tous les domaines militaires, économiques et culturels. Dans un monde multipolaire, la Turquie, comme la Russie et la Chine, est une puissance importante en Afrique. La Turquie est un allié important pour les peuples africains qui résistent au colonialisme occidental. Les patriotes africains suivent de près la politique africaine de la Turquie. Ils tentent d'améliorer leurs relations avec les forces eurasiennes en Turquie. Kémi Séba est une figure panafricaniste née en France et vivant au Bénin. Il est l'un des leaders du mouvement panafricaniste. Il prône la coopération avec l'Eurasie contre l'impérialisme occidental. Il est un fervent défenseur de la cause palestinienne. Kémi Séba dirige le mouvement Urgence panafricaniste qui entretient des liens étroits avec la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais. Kémi Séba est également en contact avec les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger. PDG de l'Urgence panafricaniste, Kémi Séba affirme que le réveil de l'Afrique a commencé. Et qu'avec les idéaux eurasiens, ils sont sûrs de remporter une victoire absolue sur l'Occident. Bienvenue Monsieur Séba en Turquie et même à Ulusal Kanal. Merci vous acceptez notre reportage. Maintenant en Afrique, il y a plein de développement qui se passe et vous êtes une figure de panafricanisme. Alors on a pas mal de questions à vous demander. Enchanté. Quel est votre programme lors de votre venue en Turquie? Alors on a pas mal de rendez-vous politiques avec certains membres des autorités turques. En ce qui concerne justement le climat géopolitique mondial, il se trouve que l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, est au centre de gravité de ces tensions géostratégiques. Il est important pour les forces souverainistes africaines de pouvoir créer un dialogue avec toute nation qui, elle aussi, critique ou dénonce le néocolonialisme, en se rappelant toujours que chaque nation défend d'abord ses intérêts et qu'en politique, il n'y a pas vraiment d'amis, mais il y a surtout des alliés ponctuels et des intérêts. Et dans ce cadre-là, de la même façon que nous sommes souvent, régulièrement en contact avec les autorités iraniennes, que nous sommes en contact avec les autorités russes, que nous sommes très proches politiquement, stratégiquement du Hezbollah, il était aussi tout à fait naturel, comme c'est le cas depuis un certain nombre de temps maintenant, que l'on dialogue avec les autorités turques. Donc là, c'est notre troisième visite dans ce cadre politique-là, et c'est la raison de notre venue, et on rencontre aussi d'autres partis qui sont parfois même peut-être plus alignés encore sur notre vision géopolitique, en ce qui concerne la notion de multipolarité, comme le Vatan Party, qui pour le coup là n'est pas au pouvoir, mais qui partage un certain nombre de visions sur la lutte contre l'impérialisme. Avant de venir en Turquie, vous avez participé au sommet Russie-Afrique en Russie. Quelles sont vos impressions ici? Que l'on soit clair, avant les sommets Russie-Afrique, avant les sommets Chine-Afrique ou États-Unis-Afrique ou autres, nous espérons arriver à un stade où nous serons capables surtout d'organiser les sommets Afrique-Afrique. Il se trouve qu'on a des dirigeants qui malheureusement sont trop dans une démarche de vassalité et qui pensent que le bonheur se trouve toujours loin de là où ils sont installés. Et c'est ce qui pousse malheureusement les combattants de la liberté sur le continent africain à devoir créer des alliances avec d'autres entités. Le sommet Russie-Afrique prend place dans un contexte très particulier puisqu'on est dans une sorte de guerre globalisée
entre les forces occidentales et ceux qui leur résistent. La Russie fait partie des nations primordiales qui résistent à cette hégémonie occidentale. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec ces méthodes, mais c'est dans ce cadre-là que l'échange se situait. Et parce que la Russie est isolée, ne nous trompons pas, elle a beaucoup besoin de l'Afrique. Et je pense que l'Afrique, dans un autre ordre d'idée, il est important qu'en dehors du partenariat occidental, que l'on puisse voir autour avec qui nous pouvons justement dialoguer, échanger et créer des partenariats. Même si, je le répète, le meilleur des partenariats pour l'Afrique, ce sera le partenariat Afrique-Afrique, j'y crois profondément. Comment évaluez-vous les derniers développements en Afrique? Les derniers développements en Afrique sont le fruit d'une longue ingénierie sociale, d'un processus certains diront d'inception, c'est-à-dire la logique qui consiste à déposer une idée dans la tête des masses. Nous avons été nombreux à faire ce travail depuis un certain nombre d'années, par différents canaux, par les masses médias africains, par les radios africaines, par les mobilisations, les conférences, les meetings dans les universités. Ça a commencé il y a très longtemps et on arrive aujourd'hui à la matérialisation de cette contestation à travers justement la volonté pour cette nouvelle génération de critiquer un néocolonialisme qui asphyxie nos populations. Et donc, ce qui se passe, que certains appellent le dégagisme, le fait de faire tomber des chefs d'État marionnettes et qui sont remplacés par la jonction de deux forces, à la fois une société civile panafricaniste et des militaires patriotes, cela, je pense, contribue à la conception d'une nouvelle forme de gouvernance. Et c'est dans cette situation que nous nous trouvons, que ce soit au Mali, au Burkina, aujourd'hui au Niger. On espère que ça va tenir au Niger, on y travaille. Je suis aussi venu ici pour ça, pour trouver un certain nombre de connexions pour les autorités du Niger, puisque je parle régulièrement avec les autorités du Niger et le général Tiani. Et nous sommes dans une optique de tout faire pour que cette multipolarité puisse vraiment être matérialisée. Je le disais tout à l'heure que mon rêve, je ne vous mens pas en tant que panafricaniste, est qu'on puisse être dans une logique de nous autosuffire dans une alliance intra-africaine. Nous sommes une cinquantaine d'États, on a largement de quoi faire normalement entre nous. Mais parce qu'il y a trop de divisions parmi les dirigeants, on doit faire l'unité des peuples, mais au niveau géostratégique, on doit être dans une optique de créer des alliances avec d'autres entités. Et aujourd'hui, tous ceux qui luttent contre l'hégémonie occidentale sont des gens avec qui je pense qu'il est important que l'on puisse discuter. Alors, au moins, les derniers développements en Afrique, plutôt en Niger, que veulent les Africains? Les Africains veulent la souveraineté, comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine, veulent l'autodétermination. Alors, vous l'avez plus que nous, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans ce processus de décolonisation. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez. Quand on parle de colonisation dans le monde musulman, dans le monde arabe, la Palestine est colonisée. Qu'est-ce que veulent les Palestiniens? La décolonisation. Qu'est-ce que veulent les Africains? La décolonisation. Nous sommes opprimés, nous sommes colonisés, nos ressources sont pillées, sont volées, d'accord, sont spoliées. On a des dirigeants qui sont placés par l'oligarchie française, par le colon français. On a parallèlement à cette réalité, des bases militaires étrangères qui sont présentes sur nos sols. On a des multinationales occidentales qui viennent piller nos ressources. C'est quelque chose qui ne peut plus durer. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes une génération qui aime prendre ses responsabilités, d'accord, et qui a décidé d'aller au bout de cette réalité qui consiste à obtenir par tous les moyens à notre disposition la souveraineté. Vous parlez de la Turquie, de la Russie, de la Chine. Alors, nous avons observé dans les manifestations au Niger qui soutenant le CNSP, les manifestants ne portent pas seulement des drapeaux de Niger, mais même ils portent des drapeaux turcs et russes. Pourriez-vous nous dire le point de vue des Africains qui résistent à l'impérialisme envers la Turquie et la Russie? Moi, je vais vous dire, au risque que ce ne soit pas diplomatique, puisque je suis quand même dans un voyage diplomatique ici en Turquie, je pense que ceux qui brandissent des drapeaux russes pour commencer le font par volonté de défiance vis-à-vis de l'Occident, mais c'est une erreur stratégique, pour moi. Et de la même façon que ceux qui brandissent, j'en ai vu beaucoup moins, mais qui brandissent des drapeaux turcs, je pense que c'est une erreur stratégique parce qu'on ne peut pas militer pour une logique de souveraineté en brandissant le drapeau d'un pays étranger. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc les gens le font, parmi parfois de nombreux sympathisants, mais ils savent que ce n'est pas ma ligne, et que ce n'est pas la ligne de mon organisation Agence panafricaniste, mais ils expriment la volonté, je pense, avec leurs moyens, de créer un autre type de monde, le monde multipolaire. Ils veulent d'autres partenaires, ils veulent d'autres alliés. Mais je ne pense pas que ce soit en brandissant les drapeaux de la Turquie et de la Russie qu'on sera respecté, parce que ça va donner à tort
des arguments pour l'Occident pour faire croire que nous sommes manipulés par la Turquie et la Russie. Or, moi je le dis, je suis en Turquie les yeux dans les yeux, il n'y a pas un Russe ou un Turc qui pourra nous dire ce que nous devons penser. Vous êtes turc, je vous le dis, nous sommes là en tant que ponctuels partenaires, mais nous ne sommes pas là en tant que subordonnés. Donc c'est la réalité qui est la nôtre et c'est dans cette voie que nous devons avancer. Oui, vous avez raison, mais quand même, vous dites le monde multipolaire. Enfin, les Nigériens, peut-être, ils veulent montrer la nouvelle alliance dans le nouveau monde. Dans ce sens-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de constructif. Mais je pense que la méthodologie qui consiste à brandir dans les manifestations pour notre souveraineté, brandir des drapeaux étrangers, pour moi, c'est quelque chose de contre-productif et qui peut être utilisé, selon moi, par les adversaires de notre combat pour faire croire que ce n'est pas un combat de souveraineté, mais un combat manipulé, ce qui n'est pas le cas. Si je suis ici, si j'ai été invité ici par un certain nombre d'entités en Turquie, c'est parce que nous savons et nous comprenons que il y a un certain nombre de choses à faire en ce qui concerne les partenariats dans le cadre de ce monde multipolaire. Mais il est important qu'on se rappelle que le centre de gravité de chaque peuple doit être son peuple lui-même, je pense réellement. Vous avez raison, parce que dans les médias occidentaux, on voit des critiques disant maintenant la Russie et la Chine sont des nouveaux impérialistes. Exactement. Nous aussi, nous lisons des mêmes lectures. Voilà. C'est ça. Et nous assistons à la coopération du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette coopération peut-elle devenir une organisation contre la CEDEAO? Je pense qu'à terme, la CEDEAO va disparaître. Parce que la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, était censée être une communauté des peuples. Et c'est devenu une sorte de syndicat de dirigeants africains corrompus, manipulés par l'Occident. Et en face, on a des dirigeants, des militaires patriotes, soutenus par nos sociétés civiles et les organisations civiles que sont les nôtres, Urgence panafricaniste, COPABF, Yerewolo et toutes nos structures sœurs, soutenus par ces sociétés civiles panafricanistes, afin qu'un nouveau mode de gouvernance souverainiste puisse être installé en étant en adéquation avec la notion de souveraineté et de multipolarité. Et donc forcément, c'est la confrontation de deux blocs, un bloc pro-Occident et un bloc pro-souveraineté. Et parce que la nouvelle génération et la population africaine, qui est majoritairement jeune, est dans cette direction de souveraineté, à terme, la CEDEAO, si elle ne change pas drastiquement sa direction, ne pourra pas tenir. Je pense que la CEDEAO est vouée à disparaître et à être remplacée progressivement par une CEDEAO des peuples, tout comme de manière plus globale, il y aura tôt ou tard, c'est une certitude, ça prendra le temps que ça prendra, mais une Union africaine des peuples, c'est une évidence. Il y aura une nouvelle alliance, mais qui est à côté de souveraineté. C'est ça. Ouais. Et mon dernière question, c'est comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique? Nous pensons que l'Afrique est et va être plus que jamais au XXIe siècle, durant le XXIe siècle et les siècles qui suivront, le centre de gravité de la multipolarité. Dès lors qu'on va avoir une prolifération, comme c'est déjà en train de se dérouler du côté du Sahel, mais ça va contaminer d'autres régions, une prolifération de dirigeants portés par leur population et qui seront dans une logique d'autodétermination, d'anti-victimisation et de souveraineté, plus l'Afrique va aller vers la voie de l'élévation et consolider ses acquis visant à protéger ses concitoyens. Et nous sommes dans cette direction, nous sommes dans cette voie. Il y avait le printemps arabe qui était une révolution contrôlée par George Soros, Open Society. Là aujourd'hui, il y a le cyclone africain qui est contrôlé par les Africains eux-mêmes, par personne d'autre, et qui trouve par contre des alliances géopolitiques. Nous nous battons pour ça, puisque nos dirigeants ne veulent pas nous aider, au contraire nous combattent. On cherche des alliances à différents endroits, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Europe de l'Est, pour qu'on puisse mener ce combat. En retour, évidemment, excusez-moi, en retour, évidemment, il y a pour les partenaires, ceux qui poussent notre combat, aussi une opportunité, parce que tout le monde voudrait que l'Occident puisse partir pour qu'il puisse y avoir un nouveau type de partenariat sur le terrain économique et autres. Mais nous disons à ces nouveaux partenaires que si c'est du gagnant-gagnant, nous sommes une terre riche de ressources, et si c'est du gagnant-gagnant et que nous sommes les premiers gagnants parce que ce sont nos ressources, évidemment que des partenariats beaucoup plus nobles auront lieu que les partenariats corrompus qu'il y avait avec l'Occident, où c'était du 10% pour les présidents africains corrompus et du 90% pour les multinationales occidentales. Là, non.
On doit être dans un inversement du rapport de force. Nous avons la jeunesse, nous avons la démographie avec nous et je pense qu'il est important que le monde comprenne que le XXIe siècle sera le siècle où l'Afrique va reprendre son destin en main et nous sommes les architectes, nous sommes nombreux dans cette voie à être les architectes de ce combat-là. Merci, monsieur Seba. C'est moi qui vous remercie. Et est-ce que vous avez un message pour le spectacle turc? Pour le spectateur turc, je dirais qu'il est important qu'il comprenne que l'Afrique ne se résume pas à la musique ou au football, que l'Afrique, c'est un continent qui abrite des populations, et je vais aller plus globalement, un grand peuple avec différentes ethnies, différentes familles, mais qui constituent tous un grand ensemble, riche de valeurs, riche de culture, riche de dignité, et qui dispose aussi d'un certain nombre de ressources. Nous serons le XXIe siècle. Voilà. Merci beaucoup et on veut que vous savez, les travailleurs de Ulusal Kanal, nous sommes à côté des Africains dans leur batte, dans leur guerre contre l'impérialisme. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Merci.